voudrais poser la question ce qu'on appelle le syndrome basique. Rassurez-vous, je vais vous l'expliquer. Basile était un souverain de l'Empire du Ghana, ce grand empire dans l'Afrique de l'Ouest du 3e, 13e siècle. Basile n'est pas le premier souverain de l'Empire du Ghana, mais c'est le premier souverain dont le nom nous est parvenu. Il est arrivé au pouvoir à un âge très avancé. Certains historiens parlent de 85 ans. Après son arrivée au pouvoir, il est tombé malade. Il a fait de cécité. Il est devenu aveugle. Il ne voyait plus. Son entourage, ses ministres, avaient mis en place des subterfuges, des mécanismes pour cacher sa maladie au peuple. Installé sur le trône, on faisait défiler devant lui des objets. On lui permettait de dire que ceci est beau, ceci est laid, ceci est noir, ceci est blanc, alors qu'il ne voyait plus. Ce Basile, qui est arrivé au pouvoir à un âge très avancé, frappé de cécité, s'accrocha au pouvoir, subitement pensant qu'il était irremplaçable, que la survie de l'Empire dépendait de lui. C'est ce qu'on appelle le syndrome Basile. Basile est un chef d'État de type barbare. Des temps anciens, nous avons des Basiles en Afrique. Pourquoi nous avons des Basiles des temps modernes? Parce que le syndrome Basile est la manifestation de la crise du politique et la manifestation de la crise de la démocratie. La crise du politique, parce que les délégués, le gouvernant, qui doit tirer sa légitimité de la communauté politique, se croit le siège du pouvoir ou la source du pouvoir. Il y a corruption du pouvoir, alors que la référence ultime en démocratie, la source principale de la légitimité, c'est la communauté. Il y a déviation, il y a corruption du politique, déviation, fétichisation du pouvoir, dès lors que la communauté n'est plus la source, le siège du pouvoir politique, et que les gouvernants prennent la référence pour ce qu'on appelle leur autorité comme autoréférentielle, se réfèrent à eux-mêmes, à leur propre volonté, à leur propre désir, qui fait quoi, comme disait l'autre, la volonté du souverain ou la volonté du chef fait la loi, vaut la loi et la loi. On oublie la volonté générale. Ici, c'est ce qu'on appelle la fétichisation du pouvoir. C'est ce qu'on appelle la politique dans sa version comme domination que l'on exerce sur le peuple. Le troisième mandat. Mais d'abord, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie est un régime de liberté, avec des principes simples. Des élections libres et transparentes, le respect des libertés fondamentales ou des libertés de base, droit d'association, de syndiquer, droit de vote, droit d'être électeur, mais aussi droit, la capacité à pouvoir être candidat. Ce sont ces principes simples qu'on appelle les principes de liberté. Si on doit vérifier si une société
est juste ou non, on voit est-ce que le principe de liberté et ce qu'on appelle les libertés de base, ou ce qu'on appelle les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, est-ce que ces droits fondamentaux sont respectés dans la société? Si ces droits fondamentaux, les libertés de base ne sont pas respectés, on n'est plus dans une société juste, on n'est plus dans un système démocratique. On peut approfondir. Mais d'abord, c'est ce qu'on appelle les principes élémentaires d'une démocratie. De nombreux gouvernements ont adopté des constitutions démocratiques. De nombreuses constitutions africaines aussi ont adopté la limitation des mandats. Parce que le système politique ou le système démocratique, c'est d'abord des institutions. Et ce qu'on vise lorsqu'on élabore ces institutions, c'est la stabilité des institutions. Et ce qui garantit la stabilité des institutions, c'est la capacité des institutions aussi de permettre des alternances démocratiques pacifiques. Des alternances démocratiques pacifiques qui garantissent aussi la paix sociale. La paix civile. Qu'en est-il réellement de cette question du troisième mandat en Afrique de l'Ouest, à travers quelques pays? Et on verra comment cette question, ou le débat sur cette question, est une manifestation de la crise de la démocratie. Mais il y a le débat ou les débats sur les troisièmes mandats. Il y a aussi le débat ou les débats sur les mandats à vie en Afrique. Mais les deux sont liés dans le fond. On s'en rend compte, évidemment. Certains, parce que les conséquences sont les mêmes dans tous les cas de figure. Les mandats à vie au Cameroun, les mandats à vie au Tchad, les mandats à vie en Tunisie, en Égypte, en Algérie, et les conséquences, les mobilisations qui ont abouti à la démission forcée ou au coup d'État militaire. Au Tchad, Idriss Déby, qui est un spécialiste dans la manipulation constitutionnelle pour rester au pouvoir. Élu en 1996, il introduit une limitation des mandats, puis il revient sur un amendement en 2005 qui lui permet de se représenter et de gagner en 2006, en 2011 et en 2018, lorsqu'il y a eu une grande crise de contestation de la légitimité de son pouvoir, il a convoqué un forum national de réforme des institutions pour réintroduire la limitation des mandats, mais avec un principe que cette limitation ne serait pas appliquée de manière rétroactive. Qui signifie quoi? Théoriquement, Idriss Déby pouvait rester au pouvoir jusqu'en 2033. Le Burkina Faso de Blaise Compaoré, on en parle, parlons-en. La constitution de 92, qui organisait la limitation des mandats, mais avec un amendement, il fait disparaître cette disposition constitutionnelle qui limitait les mandats de la Constitution de 1992, mais en 2001, il réintroduit l'article 37 dans la Constitution, ce qui lui a permis d'être réélu en 2005, d'être réélu en 2010, et qui en 2014, Blaise Compaoré introduit une réforme
au niveau du Parlement pour solliciter un mandat de plus. Ce qui a été à l'origine de la mobilisation populaire, l'occupation des classes publiques, de cette révolution démocratique et citoyenne, au point qu'il a été contraint de démissionner et de fuir. Le cas du Niger, un cas très intéressant. Le président Mamadou Tandjan, élu en 1999, réélu en 2004, lors d'une élection qui a été considérée comme démocratique, transparente et saluée un peu partout dans le monde. La réélection du président Tandjan en 2004. Qu'est-ce qui se passe en 2009? Alors qu'il devait terminer son dernier mandat. Il introduit une réforme constitutionnelle. Ce n'est même pas une réforme constitutionnelle. Parce que lorsqu'il a voulu modifier la Constitution, l'Assemblée nationale s'est opposée à sa volonté, la Cour constitutionnelle s'est opposée à sa volonté, le président Mamadou Tandjan va dissoudre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle pour convoquer un référendum pour aller vers une nouvelle constitution, ce qu'il appelle la 6e République. 2 mois après, il sera balayé par un coup d'État militaire. Ce que je parlais, la stabilité des institutions. Et le cas de la Côte d'Ivoire est plus proche. Lorsque je parlais des basiques des temps modernes, ces chefs d'État-là, arrivés au pouvoir à un âge très avancé, et qui subitement pensent qu'ils sont irremplaçables. Alassane Ouattara arrive au pouvoir 2010, réélu 2015, 2020, coup d'État constitutionnel pour se maintenir au pouvoir en forçant sur une autoroute de cadavres, un bain de sang pour se maintenir au pouvoir. Alpha Condé, avec tout son combat, son background de militant de gauche, toutes les luttes qu'il a menées, quand je parle des chefs d'État arrivés au pouvoir à un âge très avancé, qui arrivent au pouvoir en traversant une forêt de cadavres, en s'approchant au pouvoir, 2021, coup d'État militaire. Et vous me direz, qu'en est-il de votre pays? Oui, j'y arrive, qu'en est-il du Sénégal? Qui au lendemain de sa réélection de 2007 dit: j'ai bloqué la Constitution, c'est mon dernier mandat, qui subitement pense qu'il est irremplaçable, force le 3e mandat, malgré toutes les mobilisations populaires à travers le M23. 14 morts. Et c'est dans ce contexte que le président Macky Sall arrive au pouvoir 2012. Avec un bilan lourd, les mobilisations du mois, donc du M23. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il prend un engagement de réduire son mandat de 7 à 5. En 2016, il engage des réformes constitutionnelles sur 15 points. Donc, un point très important, l'article 27. Le mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ce qui apparaît qu'un 3e mandat dans le contexte sénégalais est constitutionnellement illégal, moralement inacceptable. Le président a dit dans son livre qu'il fait un second et dernier mandat. Le mot second est important en français, si on parle français. Quand on utilise second, il n'y a pas 3e. Si on dit le 2e, on peut aller vers le 3e, mais un second, c'est le dernier. Second et dernier.
ce même débat secoue notre démocratie avec son potentiel de danger, de violence que tout le monde voit. Ce qui fait que le débat sur le troisième mandat est lié à la stabilité de nos institutions, mais ce débat aussi est lié à la paix sociale et lié à la paix civile. À travers les différentes expériences que j'ai évoquées, vous avez vu le nombre de morts, le nombre de morts que nous avons aujourd'hui. Et des institutions stables sont importantes, mais aussi des institutions qui garantissent la paix civile, qui garantissent la paix sociale. Parce que la vie est sacrée, les droits sont sacrés. La finalité, cette paix civile, est la base et la finalité de la démocratie, de la politique. Il n'y a pas de développement sans la paix sociale. Il n'y a pas de développement sans la démocratie qui garantit cette paix sociale, cette paix civile. Lorsque je parle de la paix comme finalité de la politique, comme finalité de la démocratie. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, ce n'est pas le contraire de la guerre, c'est la norme suprême de l'existence sociale. Des institutions stables préservent la paix, garantissent la paix. En quoi donc, vous direz, le troisième mandat est une manifestation de la crise? Le troisième mandat, tel qu'il se pose dans le contexte africain, est toujours une épreuve de force. C'est toujours une épreuve de force, avec un bain de sang. Et aujourd'hui, on se rend compte que les démocraties ne meurent plus simplement, ne s'éteignent plus à travers, entre les mains des généraux en armes, mais les démocraties meurent entre les mains de dirigeants bien élus qui arrivent au pouvoir, qui vassalisent les institutions, transforment les institutions et font de telle sorte que leur volonté devienne la volonté de tout le monde. Ça, c'est une crise de la démocratie, mais ce qui favorise ça, c'est l'hyperconcentration du pouvoir entre les mains d'un seul individu. Ces régimes qui étaient démocratiques, parce que tous ces présidents élus deviennent des autocraties. Et ces pays quittent un virage démocratique, quittent une trajectoire démocratique pour s'engager dans un virage autoritaire. Le troisième mandat est un coup de force. Istvan Levitsky a écrit un ouvrage très important, La mort des démocraties. La mort des démocraties. Il nous donne 4 indicateurs clés. 4 indicateurs clés pour montrer, pour désigner un virage autoritaire. Le premier indicateur, lorsqu'on aborde un virage autoritaire dans ces démocraties, regardez bien, le premier indicateur c'est quoi? Rejet ou faible adhésion aux règles du jeu démocratique. Rejet du pouvoir ou de ce président élu, qui a été élu démocratiquement, mais qui arrive au pouvoir, qui transforme les institutions, vassalise les institutions. Premier indicateur, rejet ou faible adhésion aux règles du jeu démocratique.
interdiction des jeunes de s'inscrire sur les listes électorales, imposition d'un parrainage pour se choisir les candidats qu'on veut aborder ou qu'on veut affronter. Deuxième indicateur, contestation de la légitimité de l'opposition politique. Un président a dit, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Contestation de la légitimité de l'opposition politique. Instrumentalisation de la justice pour liquider des adversaires politiques. Deuxième indicateur. Troisième indicateur, tolérance ou encouragement à la violence de ses partisans. Dans notre pays, un partisan du président de la République a dit tant que Ousmane Sonko sera en vie, il n'y aura pas de paix au Sénégal. Appel au meurtre, comme s'il n'y a pas de procureur dans le pays. Ça s'est passé au Sénégal. Quatrième indicateur, propension à restreindre les libertés civiles de l'opposition et des médias. Des marches systématiquement interdites. Dans un pays comme le Sénégal, aujourd'hui, plus de 300 prisonniers d'opinion, des journalistes en prison, des groupes de presse fermés. Voici les 4 indicateurs d'un virage autoritaire. Faible adhésion aux règles du jeu démocratique, contestation de la légitimité de l'opposition, tolérance de la violence de ses propres partisans, troisième indicateur. Quatrième indicateur, propension à restreindre les libertés civiles des médias et de l'opposition. Donc, le troisième mandat, comme épreuve de force, est une manifestation de la crise de la démocratie. Vous me direz que faire? Kallikratidas, un général de Sparte du 5e siècle avant Jésus-Christ, avait l'habitude de dire le sort de Sparte ne dépend pas d'un seul homme. Le sort de nos pays ne dépend pas d'un seul homme. Ces présidents-là, on peut bien les remplacer pendant ce temps. C'est très bien possible. Le sort d'un pays ne dépend pas d'un seul homme. Au mois de mai 2018, alors que le président Issoufou était en train de faire son dernier mandat, 2 citoyens nigériens, Salissou Ibrahim et Issoufou Bra, avaient fait un appel pour demander au président Issoufou de transformer la constitution et de se présenter pour un 3e mandat. Ces 2 citoyens nigériens ont été arrêtés par la justice, traduits devant le tribunal de grande instance de Zender pour complot en vue de détruire ou de changer le régime constitutionnel. Ces 2 citoyens nigériens ont été condamnés à une année ferme de prison. Depuis lors, la démocratie nigérienne se porte mieux et le président Issoufou vit une retraite paisible. C'est un moyen pour réduire la propension des chefs d'État à modifier les constitutions et à proposer une modification constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. Autre solution, nous demandons à la CEDEAO, à travers son protocole sur la bonne gouvernance, protocole sur la bonne gouvernance et de la démocratie, d'interdire le 3e mandat.
Parce qu'on le sait aujourd'hui, le troisième mandat, qu'on le veuille ou non, est source d'instabilité. La vie de notre jeunesse et de notre peuple nous est très chère. Mesdames et messieurs, le jeune philosophe américain Yasha Mounk, au moment de conclure son retentissant ouvrage Le peuple contre la démocratie, nous dit ceci. Dans les années à venir, se lever pour défendre ce que nous considérons comme important demandera de plus en plus de courage. Afin d'accomplir ce qu'il faut au moment décisif, il nous faudra accepter de grands sacrifices. Il n'est pas possible de prédire ce que sera le destin ultime de notre système politique. Peut-être que la montée de l'autoritarisme ne constituera qu'un bref moment dont on se souviendra avec un mélange d'étonnement et de curiosité dans un siècle. Ou peut-être qu'elle donnera lieu à un changement d'époque, inaugurant un ordre du monde dans lequel les libertés individuelles seront bafouées en toute occasion et l'autogouvernement effacé de la surface de la terre. Personne ne peut nous promettre une fin heureuse, mais ceux d'entre nous, nous soucions vraiment de nos valeurs et de nos institutions, sommes déterminés à nous battre pour nos convictions, sans égard pour les conséquences. Bien que le fruit de notre travail reste incertain, nous ferons ce qu'il faut pour sauver la démocratie. Merci.